vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine engatilla, chuta, C'est peut-être la semaine la plus importante du Real Madrid qui commence cette saison 2020-2021. Une semaine de vérité qui va commencer avec ce match contre l'Inter ce mercredi. Mais pour revenir dans l'esprit madridista, sur le match contre Villarreal, j'ai toujours avec moi Johan. Salut Gilles, salut tout le monde. Et Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut Johan. Ah ben là c'est une semaine, je vous le dis, qui est celle de tous les dangers. Et quand on voit, après cette trêve internationale, la rencontre du Real Madrid contre Villarreal au stade de la Céramique, on est un petit peu contrasté. Donc du coup, j'ai envie d'avoir encore votre avis. Contrasté une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire. Johan, que s'est-il passé dans cette rencontre ? Un but partout. Et est-ce que on est confiant pour la suite ? Une fois n'est pas coutume, on n'est pas confiant du tout. Je pense que la première mi-temps que l'on a fait, déjà le premier but, bon, j'étais content parce que voilà, dès la deuxième minute, on ouvre le score, mais quand vous regardez le but, il y a on se pose plein de questions en fait sur ce but-là, notamment concernant l'arbitrage, que un coup l'arbitre il lève le drapeau, un coup il le baisse, donc on ne sait pas vraiment comment le but il a pu être validé, mais bon, on va pas se plaindre. Mais après ce but-là, on n'a rien vu en fait. Déjà, j'étais content quand même que Mariano marque parce que je pense que moi, ce que je reproche souvent à notre cher entraîneur, c'est de ne pas faire confiance à tout le monde. Et je pense que Mariano, justement, ça a dû lui faire du bien de marquer ce premier but, aussi étrange qu'il soit. Mais non, clairement, en première mi-temps, il y a eu ce but. Et après, Villarreal a mis une grosse pression en dépit d'une belle occasion de Carvajal. Je crois que c'était à peu près vers la demi-heure de jeu. Mais on n'a rien vu du tout, en fait. On n'a rien vu du tout. Et malheureusement, ça commence un petit peu à être une habitude. Donc un coup ça joue bien, un coup ça joue pas, etc. Donc honnêtement, comme d'habitude, je suis assez déçu de ce que propose le Real, mais bon, attendons de voir ce que ça va donner face à l'Inter Milan, même si j'ai pas vraiment de grosses certitudes sur ce match. Jérémy, franchement, quand on voit le Real qu'on a quitté il y a 3 semaines, il y a 2 semaines et demie, sur une défaite très lourde à Valence. Avec beaucoup d'erreurs individuelles, on a fait le procès de la défense. Là, aujourd'hui, moins d'erreurs, mais devant peu de choses avec l'absence de Benzema, malgré aussi la présence d'Hazard. Oui, effectivement. Après, on peut dire que ce match est dans la continuité des derniers matchs, c'est-à-dire qu'un Real à 2 vitesses, qui réalise contre Valence, c'était une bonne première demi-heure. Et là, c'est contre Villarreal, c'était globalement une bonne première mi-temps. Mais compte tenu des absences, voilà, Zidane a dû bricoler une équipe. Marino Diaz, comme l'a dit Johan, a marqué très tôt dans le match. Ça a conforté un peu le Real Madrid, qui après a ronronné dans son jeu, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché de la surface, mais après il y a un manque de schéma, de circuit de passe dans les derniers mètres, ce qui fait que Real Madrid a eu très peu d'occasions. Quand on regarde les stats, on en reparlera plus tard, ça démontre le peu d'impact qu'avait le Real Madrid sur le match. Mais après, pour ce qui est de la fébrilité défensive, certes, le Real s'est pris moins de buts, mais ça fait quand même, il a encore encaissé un penalty, le 4e en 2 matchs. La défense de Varanacho a à peu près tenu, mais Villarreal n'a pas eu trop à forcer non plus pour pouvoir égaliser par la suite, notamment durant cette deuxième mi-temps, dont on parlera après, qui a été, pour ainsi dire, catastrophique. Catastrophique, oui et non, parce que j'ai envie de vous dire que on a l'impression que Villarreal, même mené au score, nous a imposé un faux rythme qui a semblé convenir aux 2 équipes, notamment sur cette première période. Quand je regardais le match, je me suis dit, le Real n'a pas besoin de forcer pour pouvoir être devant au score, en dépit de la polémique arbitrale, en dépit du fait que est-ce que le but était valable ou pas, selon les points de vue. Mais le Real n'était pas en difficulté.
Et moi, justement, quand je me pose la question que le Real, pas mis en difficulté, qui semble être à sa main, et on voit une équipe de Villarreal avec Alcacer qui n'était pas présent sur la feuille de match, une victoire 1-0 n'aurait pas été scandaleuse. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se dise il y a 1-1, Johan ? Bah, moi, j'ai l'impression qu'on a voulu gérer à partir du moment qu'on a ouvert le score. Moi, c'est l'impression que j'ai, en fait, parce qu'il y a eu... On n'a rien montré, en fait, après ce but-là. On n'a même pas voulu mettre un deuxième but ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'est ça. On a l'impression, justement, que les mecs menaient 1-0 dès la deuxième minute. On dirait qu'ils ont voulu gérer un petit peu à l'italienne, etc. Mais ce que Villarreal a montré en deuxième mi-temps, avec notamment Gérard Moreno, je pense que, voilà, on a revu, justement, des travers sur lesquels on est retombé dans nos travers, en fait, sur certains travers, notamment un petit peu trop de gestion. On n'a pas envie de mettre le deuxième but, etc. Donc, je sais pas, honnêtement, je sais pas à quoi jouent les joueurs. Je sais pas si c'est un problème de joueur, si c'est un problème de coach, si c'est un problème tactique ou si c'est un problème tout simplement de mentalité. Mais on va pas me dire que parce que Benzema n'était pas là, il n'y a pas eu de solution devant. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a des joueurs quand même comme Odegaard. Odegaard, certes, il est au début, on va dire, de sa carrière au Real Madrid, mais c'est un joueur qui a un certain talent. Il y a Eden Hazard. Bon, Eden Hazard, malheureusement, c'est pas trop il en est actuellement. Il y a Vinicius qui est rentré. Bon, d'habitude je le défends, mais là, ça devient de plus en plus inquiétant. Donc, mais voilà, honnêtement... mais regarde justement quand tu dis ça, regarde. Quand on voit le but l'action qui a amené le penalty, c'est un choix, on va dire un très mauvais choix comme d'habitude de Vinicius dans une situation de contre. C'est vrai. Récupération de ballon de Villarreal et encore une erreur individuelle. Et là, on va la mettre sur qui, Jérémy ? On met la faute individuelle sur Courtois qui provoque le penalty ou sur Varane qui, semble-t-il, quand on va revoir l'action, laisse l'attaquant passer devant lui et être face à Courtois. Je sais pas trop. On a l'impression que Sorel a fait moins d'erreurs que contre Valence, mais à la première encartade qu'il y a eu, ça payait cash et ça donnait penalty. Bon, mais j'ai envie aussi, peut-être pas forcément mais d'incriminer, mais de mettre un peu sur le compte un peu de Vinicius qui rate sa passe, une passe simple. Qui fait que forcément après par la suite le Villarreal se trouve en position de contre-attaque et après certes Varane n'intervient pas correctement face à l'attaquant, mais après Courtois aussi doit maîtriser un peu mieux sa sortie, qui fait qu'en fait ça a été un enchaînement de petites erreurs individuelles qui fait que en fait ça démontre bien le visage du Real Madrid ces derniers temps. C'est un Real Madrid un peu comment dirais-je, en position de déséquilibre, c'est-à-dire un simple coup de vent va pouvoir faire basculer la rencontre. Et en fait, ça vient aussi du fait que le Real Madrid ne parvient pas à tuer les matchs, c'est-à-dire à marquer ce deuxième but qui permettrait d'aborder la rencontre un peu plus sereinement, et forcément ça redonne confiance à l'adversaire. Et tout ça accumulé avec des erreurs individuelles, de nonchalance ou de saute de concentration, fait que après, Real Madrid se retrouve en position inconfortable. Et après, le match nul, certes, compte tenu, comme l'a dit Zidane, peut-être c'est 2 points perdus, mais ce qui a été montré par rapport du Real Madrid sur la deuxième mi-temps, c'est pas cher payé en termes de match nul. En termes de match nul, même si c'est un penalty de Gérard Moreno qui redonne qui a mis les deux équipes à égalité. Johan, moi justement, tu as parlé d'Odegaard tout à l'heure. Moi, dans son positionnement, que ce soit avec ou sans ballon, parce que c'est très important, parce que j'ai l'impression que même en termes de tactique, on n'est pas forcément figé dans la façon d'aborder les matchs. Je vois Odegaard qui, à des moments, était soit derrière Mariano, soit à ses côtés quand il n'y avait pas le ballon, ou même qui était devant Vasquez, qui a rejoué un poste d'ailier. Et qui n'a pas forcément eu l'apport qu'on attendait. Mais ce placement-là, où il y a eu beaucoup de courses sans ballon et peu de choses qui ont été faites avec le ballon, on est habitué avec ce Real Madrid. J'ai l'impression que quand, par exemple, Benzema n'est pas là, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire jouer quelqu'un dans l'axe et on doit faire confiance plus directement au double pivot qu'ont été Kroos et Modric sur cette rencontre? Je pense que c'est clair. Je pense que c'est assez clair. Il est clair que l'intelligence en fait de placement de Benzema, le fait qu'il sache ouvrir des espaces,
le fait qu'il sache jouer avec les jambes, parce que Benzema, c'est vrai que moi, ce que je lui reproche souvent, c'est son côté tueur devant le but, qui pour moi n'a jamais vraiment été le cas dans l'ensemble de sa carrière, à part de ce qu'il a montré à Lyon. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que Benzema, c'est un joueur qui sait faire jouer les joueurs, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que son absence, justement, a posé pas mal de problèmes au Real Madrid, dans le sens où les joueurs paraissaient un petit peu perdus dans la manière de dévorer les espaces, en fait. Et comme tu dis, là, Odegaard jouait derrière Mariano, mais je pense qu'il a semblé assez perdu, dans le sens où, comme tu l'as très bien dit, ils sont un petit peu marchés sur les pattes, en fait, avec Lucas Vazquez par moment. Et je pense que le fait qu'un attaquant devant qui a une certaine expérience, qui a une certaine intelligence de jeu, tel que Benzema, ça me fait mal de le dire, mais on dépend un petit peu de ce genre de joueur. On dépend de ce genre de joueur parce que je pense que Benzema, du point de vue offensif, c'est le seul joueur qui apporte certaines garanties, en fait. Et mais ça, justement, venons-en au fait. Il n'est pas là. Et c'est vrai qu'il va peut-être revenir pour le match contre l'Inter. Mais franchement, quand on voit qu'il n'est pas là et qu'on sait qu'il ne va pas jouer, pourquoi on ne pourrait pas tenter autre chose avec lui, ou justement, c'est vrai, avec deux attaquants, c'est vrai que Jovic n'a pas pu jouer à cause de sa rechute, et on oublie aussi un aspect, Valverde n'était pas là. Donc là, la question, c'est que si Benzema n'est pas là, si Valverde n'est pas là également, Jérémy, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire et bien pouvoir produire? Là, vous mettez un peu l'accent sur le fait que l'absence de Benzema et de Valverde impacte le Real Madrid en termes de prestations, notamment offensives, mais même quand ils sont là, le Real Madrid ne se procure pas pléthore d'occasions. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de finalité dans la dernière passe. Et là, ça s'est encore plus vu, puisque la ligne offensive de l'équipe était complètement, pour ainsi dire, inédite. Mariano Diaz a soutenu avec Hazard, Lucas Vazquez et Odegaard. Donc là, il y avait un certain manque d'automatisme entre tous les joueurs. Et Mariano Diaz, c'est pas un attaquant, un avançant qui est fait pour jouer seul, c'est-à-dire qu'il doit être accompagné autour. Donc là, si Benzema aurait été là, ça aurait été mieux, parce que ce Mariano Diaz, c'est pas lui, c'est un finisseur, c'est-à-dire lui, c'est dans les derniers mètres. Et c'est pas son rôle forcément de décrocher comme le fait Benzema, et il est maladroit, Mariano Diaz, en termes technique, si vous voulez, mais il compense par d'autres choses, sa volonté et puis sa hargne face au but. Mais là, sur cette rencontre-là, je pense que le manque d'automatisme s'est fait ressentir, et vu que ça est à peu près la même équipe normalement qui devrait être alignée contre l'Inter, ça laisse un peu craindre le pire, compte tenu de ce qu'on a réellement montré, notamment en seconde période. Oui, c'est vrai, parce que quand on voit les statistiques du Real sur la rencontre, le seul tir cadré, ça a été le but. Donc il est arrivé assez rapidement, mais seulement 6 tirs, encadrés. Contre une équipe de Villarreal qui a tiré 13 fois et qui a tiré une seule fois, le but. On a l'impression que là, aujourd'hui, on est maintenant face au doute. Mais moi, je vais vous donner mon sentiment, parce que là, c'est vrai que là, il y a pas les vannes, là, comme d'habitude, entre nous sur cet épisode. Mais parce que moi, je vous dis un truc, c'est que ce match-là, je vais pas vous le cacher, je m'en fous, en fait. Je m'en fous parce que le match le plus important de la saison, le premier match le plus important de la saison, parce que je ne compte pas le match comme Barcelone comme un match sérieux, puisque Barcelone est toujours dans la deuxième partie de classement, faut se dire la vérité. Je pense que le match contre... Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais regardez. Je dis la vérité. C'est une vérité brute, mais elle est marrante quand même. Voilà, mais c'est ça. Le match le plus important de la saison, c'est le match de mercredi contre l'Inter. Ce match-là, si on le remporte, avec pas mal de blessés, d'absents pour cette rencontre, et justement, c'est ça ce qui va nous permettre aussi peut-être au Real Madrid de pouvoir se relancer déjà psychologiquement, après une défaite lourde à l'extérieur, et ce match où on n'a pas gagné, et d'entrevoir peut-être les huitièmes de finale. Donc, est-ce que ce match-là, c'était peut-être un galop d'essai avant le match de mercredi, ou ça va être, vous pensez que ça va être la continuité des derniers matchs qui va y avoir, qui va se faire ressentir sur cette rencontre? Gilles, j'ai envie de te demander, depuis qu'on analyse les résultats du Real, etc., depuis le début de cette saison,
Combien de fois on a dit que ce match-là peut permettre de lancer la saison du Real, peut permettre justement peut être pas un choc psychologique, mais peut être un match qui lance la saison du Real. Regarde aussi combien de fois on a la été gueule des mecs, irrégulier. regarde, la gueule des équipes qu'on a joué pour dire que c'était le match le plus important. Regarde le Barça, qui je ne sais pas, voilà, qui n'a pas de président, le Barça qui n'a pas de joueurs. Gagner contre le 12e du championnat, c'est à la portée de tout le monde. Et je ne veux pas parler de Huesca, etc. Là, aujourd'hui. Je veux bien, mais on perd contre Valence, qui est peut-être le Valence le plus nul de ces 10 dernières années. On fait match nul contre un Villarreal qui n'est pas fort du tout. Je suis quand même. Qui est 3e du championnat. Oui, qui est 3e du championnat, mais on perd contre Cadiz aussi cette saison. Je suis désolé. Non. On peut pas se permettre de. Tu vois, on peut pas se permettre, mais Cadiz, ça fait partie des bonnes surprises de la Liga. Donc, ça veut dire qu'on fait des contre-performances contre des équipes qui sont quand même plus ou moins sérieuses. Donc, du coup. Gilles, dis-moi. S'il te plaît. Des équipes qui sont sérieuses, tu vas me dire, Villarreal, c'est une équipe sérieuse. Avec ce qu'elle nous a montré, c'est une équipe sérieuse. Bon, c'est vrai qu'on a un match en moins, mais elle est devant nous, cette équipe. Elle est devant nous. C'est pas pour autant que c'est une bonne équipe, Gilles, parce que c'est pas pour autant que le Real aussi est une bonne équipe cette année. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais moi, je me dis que quand même, regarde contre la Real Sociedad, qui est leader du championnat actuellement. Après, on attend de voir aussi contre l'Atlético. On n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Messieurs, donc c'est là en fait là où je me dis quelque chose. Il faut qu'on lance la saison, là qu'on la lance définitivement. On est à la fin du mois de novembre, et pour que le Real se remette dans le bon sens du championnat et même de la Ligue des Champions. San Siro, Conte, Lukaku, on va dire que l'affiche est parfaite pour se relancer, Jérémy, non? Ouais, elle est certes parfaite, mais compte tenu de ce que montre le Real Madrid ces derniers temps et des absents qu'il y aura côté Real Madrid, je considère pas ce match-là comme un nécessaire pour basculer, c'est-à-dire dans une saison qui sera forcément lancée. Je pense pas. C'est un match important, mais là, on oublie aussi qu'il n'y a pas Sergio Ramos en défense, et on sait que quand Ramos n'est pas là en Ligue des Champions, ça sent forcément le roussi pour le Real Madrid. À voir, il y a le retour de Lukaku en face, donc on va voir ce que pourra donner Nacho Varane contre Lukaku. Donc là, ce sera Varane de prendre ses responsabilités, et on sait que ces derniers temps, il est un peu chancelant dès qu'il essaye de prendre un peu ses responsabilités. Donc voilà, il y a plus de côté négatif qui dégage de l'équipe de Real Madrid que d'aspect positif. Donc l'équipe qui devrait être alignée, ça devrait être à peu près la même que celle qui a eu contre Villarreal, parce que lundi, Benzema s'est entraîné à l'écart du groupe. Donc pour le moment, il n'était pas susceptible d'être convoqué. Après, compte tenu de ce que va faire le Real Madrid, je pense qu'un match nul, ce serait un bon résultat pour le Real Madrid. Et après, le sort du Real sera entre ses mains, c'est-à-dire pour les matchs contre le Borussia et le Shakhtar. Donc je pense que compte tenu de tout ce qui a été énoncé jusqu'ici, je pense qu'un match nul ne serait pas un mauvais résultat. S'il y a victoire, tant mieux, bien sûr, du Real Madrid. Mais je pense que là, avec ce que démontre le Real Madrid et l'impact psychologique que peut mettre Lukaku de par son retour dans l'équipe, on l'a vu encore ce week-end. 4-2 contre Torino. Comment ? 4-2 contre Torino. Exact. Mais on a vu, voilà, certes, Inter se prend des buts, mais il va falloir être efficace, parce qu'on va compter peut-être sur un Mariano Diaz efficace comme ce week-end, mais je pense que match nul, ce serait pas plus mal, je pense. Mais moi, ce que je veux dire, les gars, ce que je voulais dire, en fait, tout simplement, c'est que par rapport au match face à l'Inter, en fait, moi, peut-être que je me suis mal exprimé, mais ce que je tenais à dire, c'est que même si on bat l'Inter, pour moi, j'ai tellement pas confiance en cette équipe qu'on est capable de faire une contre-performance contre Alaves. En fait, moi, c'est ça que je veux dire par là. C'est qu'on est capable de battre l'Inter, mais pour moi, ça ne va rien. En fait, je serais rassuré en rien du tout, parce qu'on est irrégulier depuis le début de la saison. C'est ça. Donc, si on bat l'Inter, certes, c'est une excellente chose, parce que justement, ça nous ouvre la porte concrètement vers les huitièmes de finale, en attendant ce qu'on va faire contre le Shakhtar et puis contre Gladbach. Mais comme j'ai dit, moi, personnellement, une victoire contre l'Inter, j'oserais même pas dire que
la saison, ça y est, la saison est lancée parce qu'on est capable de perdre des points contre Alaves et après on sera capable aussi de perdre des points à Séville. Moi, c'est pour ça que je préfère ne pas me dire bon, on va prendre les matchs les uns après les autres, mais je ne fais pas confiance du tout en cette équipe et à cet entraîneur. Mais regarde, justement, Johan, un match comme celui-ci, on dit que le Real n'a pas de plan B. On dit que le Real n'a pas de profondeur de banc, de qualité pour pouvoir pallier au calendrier démentiel dans lequel nous sommes impliqués depuis le début de la saison. Il y a des joueurs qu'on attend, des joueurs dont on a envie de voir la personnalité. Il faudra qu'on le dise et qu'on le répète encore une fois. Un joueur aussi comme Luka Modric, on attend aussi qu'il nous porte et qu'il nous fasse des différences. Un joueur comme Odegaard, un joueur comme Varane, et même un joueur comme Eder Militao qui pourrait peut-être jouer contre l'Inter, et que même s'il n'aura pas forcément beaucoup d'entraînement dans les jambes après son indisponibilité, il faut que ces joueurs-là aient cette personnalité-là. Par exemple, Carvajal est de retour, donc il peut apporter justement pas mal de choses sur son côté. Mais messieurs, est-ce que en gagnant, parce que moi j'ai cet esprit positif-là, on va en parler dans les paris tout à l'heure, quand on a cet esprit positif pour le Real Madrid, est-ce que on peut envisager de faire quelque chose et de se dire que tiens, aujourd'hui, à partir de San Siro, on peut faire quelque chose qui soit concret et qui va nous lancer notre saison. Parce que c'est vrai qu'on va nous dire, oui, contre Alaves, on va encore peut-être merder. Oui, on va encore merder après derrière contre Gladbach ou contre le Shakhtar. Voilà, donc contre le Shakhtar. Oui, peut-être on va encore merder contre Séville. Mais à un moment donné, il y a une spirale qu'il faut arrêter. Si on l'arrête en Ligue des Champions, ça peut être bénéfique sur le reste du championnat. Ouais, c'est clair. C'est clair que, comme tu l'as dit, on peut justement avoir cet espoir-là. On peut avoir cet espoir-là, d'autant plus qu'après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après le match face à l'Inter, donc il y a Alaves, il y a Donetsk, il y a Séville. Ensuite, il y a le match retour face à Gladbach. Ensuite, on joue l'Atlético et l'Athletic Bilbao. Donc c'est clair que là, ce seront concrètement... on va dire comme d'hab, on va dire que des finales à jouer, entre guillemets. Mais comme j'ai dit, moi, personnellement, on peut être optimiste pour ce match face à l'Inter. Mais pour moi, ce match-là, même si on le gagne, même si on leur met 5-0 chez eux, pour moi, ça ne garantit rien du tout. Parce qu'on est les rois de l'irrégularité ces derniers jours. Jérémy, par exemple, parce que là, c'est vrai qu'on parle de gagner, parce que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir, parce que si on y va en baissant la tête, évidemment qu'on va perdre, évidemment qu'on va s'incliner devant Lukaku, devant Lautaro Martinez et devant cette équipe de l'Inter. Mais voilà, est-ce que peut-être c'est trop demandé au Real de gagner et de pouvoir relancer une spirale en étant plus positif jusqu'à la trêve hivernale ? Non, c'est pas trop demandé. C'est même, d'un point de vue supporter, ce serait même normal que Real Madrid commence à enchaîner les matchs, à débuter sa saison après une potentielle victoire contre l'Inter. Mais comme l'a dit Johan, le Real est trop irrégulier. Il est déjà irrégulier au sein d'un même match. C'est-à-dire qu'il n'est même pas capable de durer 90 minutes à la même intensité. Donc le demander d'être régulier après sur un ensemble de matchs, là, ça relève un peu de la folie compte tenu de ce que propose l'équipe. Il y a sans cesse des blessés, sans cesse des joueurs qui sont covidés. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qui fait que l'équipe n'est jamais au complet. Et donc du coup, elle n'arrive pas au-delà du fait que niveau tactique, on ne propose pas grand-chose. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas au sein de cette équipe. Et je pense que même une victoire contre l'Inter ne lancerait pas sa saison Real Madrid, même si on aimerait le cas, parce que ce soit le cas, vu que le calendrier qui se présente juste après. Mais d'un point de vue des supporters, nous, forcément, on est péjoratif par rapport quand on se présente le match contre l'Inter, mais je pense que les joueurs et Zidane arrivent motivés pour ce match-là, ils savent l'enjeu. La preuve, la presse espagnole en a fait écho que l'équipe le considère ce match comme une finale, donc on peut leur faire confiance sur le fait qu'ils vont bien aborder la rencontre. Après, est-ce que cette volonté, cette envie des joueurs va se concrétiser avec une victoire par la suite ? Ça, on ne sait pas. On verra ça mercredi soir, mais là, pour le moment, de notre point de vue, on n'avance pas forcément confiant contre l'Inter, sachant tout ce qu'on propose ces derniers temps, et notamment avec des pénaltys qu'on donne un peu comme ça à la roulette, c'est-à-dire
l'intervalle de penalty, on va leur en donner et puis voilà, ça va être vite fait quoi. Exactement, c'est vrai que ça fait 4 pénaltys sur les 2 derniers matchs, donc ce qui est quand même pas trop, et donc ce qui résulte aussi de pas mal d'erreurs. Moi, je veux revenir sur quelque chose. C'est vrai qu'on en avait parlé durant la trêve internationale sur les réseaux. Continuez de nous suivre aussi sur le compte Twitter de l'émission. La condition physique de nos joueurs, on a vu Isco, ça m'a atterré. de le voir. C'est vrai qu'on a blagué sur lui lors du dernier épisode. On voit que voilà. Il y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui a mis sa photo et qui a dit c'était Mohamed Eni. Non, tu vois, c'est des choses pas gentilles quand même pour un joueur quand même qui a beaucoup de qualité. Mais regarde, on a parlé des blessés, des Covidés, des joueurs qui semblent être hors de forme, mais qui jouent quand même parce qu'il n'y a pas le choix. La question du staff. La question du staff, de la préparation physique. Aujourd'hui, où en est-on à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que cette équipe ne semble pas suffisamment bien préparée pour pouvoir répondre aux exigences que l'on demande au Real Madrid. Johan, je ne sais pas, t'en penses quoi de ça? Parce que on a parlé vraiment du staff, de la préparation physique, et je suis pas convaincu par ce qui est en train de se passer, notamment au niveau de Zidane et de son équipe. Est-ce qu'il y a, moi la question que je me pose, c'est est-ce que Antonio Pintus nous manque? C'est peut-être ça parce que il était quand même décrié à l'époque aussi. Hein. C'est vrai, mais après j'ai envie de te dire qu'Antonio Pintus, quand il était préparateur physique au Real, des problèmes de blessures, on n'a pas eu des masses. Après, c'est vrai que là, on est dans un contexte assez particulier. On a vu notamment durant cette trêve internationale qu'il y a eu pas mal de blessés dans pas mal de clubs. Pas mal de clubs se plaignent du nombre de blessés, de l'enchaînement des matchs, etc. Toujours au moins un blessé depuis maintenant plusieurs mois, et même depuis l'entrée en fonction de Zidane, toujours un joueur qui revient de sélection avec une blessure. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute de Zidane, la faute des sélections, la faute du calendrier? Je pense pas que Zidane soit fautif. Je pense pas que Zidane, je le rentre souvent dedans, mais je pense pas qu'il soit fautif par rapport à ça. Quoique si, peut-être en partie. Dans le sens où. Non, mais dans le sens où moi, c'est ce que j'ai souvent reproché à Zidane, c'est le manque de rotation. Le manque de rotation qui fait parfois. Enfin, je trouve que parfois il épuise certains joueurs en les titularisant tout le temps. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, ça réveille certaines blessures. Je pense qu'il y a ça. Il y a entre ceux qui ne fait pas beaucoup jouer et qui lancent comme ça d'un coup, et ceux qui fait tout le temps jouer, etc. Et qui au bout d'un moment physiquement se font lâcher un petit peu justement par leur physique. Je pense que Zidane est en toute petite partie responsable, mais je pense que il y a une certaine réalité aussi qu'il ne faut pas occulter, c'est l'enchaînement des matchs. Je pense que ça, c'est invraisemblable ce qui est en train de se passer actuellement. Là, actuellement, il y a une cadence qui est monstrueuse. Vous vous rendez compte que, notamment les sélections nationales, il y a eu 3 matchs amicaux pour les sélections nationales en l'espace de un peu moins de 2 semaines. C'est incroyable. D'autant plus que pour les équipes qui jouent la Ligue des Champions, ils ont enchaîné 2 matchs quasiment par semaine. Au bout d'un moment, c'est long. Et puis, il n'y a même pas eu de préparation d'avant-saison quand vous regardez bien. C'est ça aussi. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, faut envoyer un cierge du côté du Portugal, du côté de Fatima, pour prier qu'il n'y ait pas vraiment de blessures en fait à ce niveau-là. Oui, du côté de Fatima, du côté de Lourdes, de la Mecque, de Jérusalem. Voilà, donc c'est pour dire que l'émission est quand même œcuménique comme le Real Madrid et le madridisme à travers le monde. Toujours. Mais Jérémy, cadence infernale, insoutenable, mais on a l'impression est-ce que le Real Madrid est suffisamment armé pour pouvoir tenir le coup? De toute façon, on sait qu'en termes de préparation physique, on juge la qualité de cette préparation tout au long de la saison, c'est-à-dire à moyen long terme. On avait souvent reproché à Antonio Pintus avant d'exténuer un peu trop les joueurs étaient trop exténués par la préparation. Il y avait un enchaînement de blessures en début de saison, mais après on s'est rendu compte que vers le mois de mars par là, que le Real Madrid était plus près que ses adversaires et se blessait beaucoup moins. Parce que le Real débute doucement en termes de préparation. Après, il monte en puissance au fur et à mesure de la saison. Donc je pense qu'on jugera ça sur la durée. Après, ça c'était sur une saison normale. Après, dans la saison actuelle, on sait qu'il y a un enchaînement des matchs énormissime, c'est-à-dire comme l'a rappelé Johan, et qui fait qu'en fait les joueurs ne préparent plus les matchs. Ils font que de la récupération entre les matchs. Donc après, ce qui va jouer ici, c'est la préparation personnelle.
C'est-à-dire que quand on voit des Ramos, des Marino Diaz, on peut prendre l'exemple comme ça, ou même Benzema, bien sûr, qui ont une préparation personnelle, qui prennent soit des coachs personnels pour travailler à la maison et compenser finalement ce manque d'entraînement de la semaine proposé par les clubs qui essayent justement d'éviter d'une surcharge de travail, mais eux de leur côté ils continuent à travailler. On l'a vu encore avec Sergio Ramos qui essaie de revenir de sa blessure. Mais après voilà, c'est là où on voit les joueurs qui sont moins prêts, c'était notamment Isco qui a apparemment pris contact pour engager un coach sportif personnel parce qu'il n'en avait pas jusqu'ici. Donc c'est les dernières rumeurs qui sont sorties, mais donc ça démontre finalement que les joueurs qui sont pas prêts, c'est ceux qui travaillent pas à côté, parce que c'est là le plus important, c'est de travailler à côté aussi des entraînements proposés par le club et en dehors des matchs, et se gérer au niveau diététique, au niveau repos. Et je pense que ça c'est ce qui va démontrer en fait la préparation des joueurs, c'est notamment en termes de blessures. Tout au long de la saison, si on voit qu'il y a des joueurs qui se blessent régulièrement, c'est qu'il y avait un manque de préparation derrière. Et ceux qui seront mieux préparés arriveront finalement à gérer cette accumulation des matchs de plus ou moins bonne manière, en essayant un peu de se reposer, d'arriver en pleine forme pour les matchs. Mais je pense qu'on ne peut pas remettre ça tout sur le compte enfin pas tout sur le compte, mais une partie sur Zidane, parce qu'il vient quand même de l'école italienne. Il y a Grégory Dupont, voilà, il a fait une bonne préparation pour l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc c'est un mois. Ils savent ce qu'ils font. Donc je pense que là, l'accumulation des blessures, c'est du fait peut-être de la malchance aussi. Et on sait toujours que le Real, hors saison ultra chargée comme maintenant, a toujours eu des problèmes après une trêve internationale. Donc voilà, en termes de blessures, je pense qu'il y a aussi la malchance qui rentre là-dedans, à voir sur le long terme. Mais moi, je pense qu'il faut quand même juger sur le long terme s'il y a eu manque ou pas de préparation des joueurs. On verra bien, le temps nous donnera raison, mais je pense que même les résultats qui vont avoir lieu d'ici la fin de cette année 2020 pourront nous donner peut-être une première indication avant de peut-être baisser en termes de rythme dans les prochaines semaines. On va passer aux paris. Les paris avec nos amis parieurs. Et aujourd'hui, c'est le jour de la discorde entre nous trois. Où sur ce match contre l'Inter en Champions League mercredi à San Siro, on a senti quand même l'état d'esprit que chacun a par rapport à cette rencontre. Sur le match, on n'est clairement pas d'accord. Moi, je vois le Real l'emporter à San Siro. Jérémy voit match nul, qui est coté à 3,85. La victoire du Real est à 3,20. Et Johan, qui veut encore provoquer certaines personnes, on ne dira pas de nom, voit l'Inter gagner à domicile. La cote est à 2,12. Johan, pourquoi en fait? Pourquoi tu veux nous fossoyer? Non, c'est même pas une question de fossoyer. C'est, comme j'ai dit, c'est mon objectivité. Moi, je suis supporter du Real, mais je suis avant tout objectif et honnête avec moi-même. Je ne vois pas du tout le Real gagner à San Siro et je vois encore moins le Real faire un match nul. Je pense que compte tenu des problèmes de blessures qu'il y a et au niveau du jeu, la bouillie qu'on montre ces derniers jours, et je pense que l'Inter aujourd'hui, et on l'a vu justement avec la victoire face au Torino, parce qu'honnêtement, moi je voyais vraiment le Torino s'imposer, mais on voit que la victoire au Torino, que l'Inter est capable d'avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir faire basculer un match. Et je pense que ce match aussi, c'est un match qui peut lancer leur saison pour le coup. Voilà pourquoi je vois l'Inter gagner. Je pense qu'ils peuvent être sur la même, ils peuvent lancer leur saison, mais nous on peut pas la lancer, c'est ça? Après, c'est peut-être parce que moi je m'occupe plus du Real que de l'Inter que je pense ça. Après, moi c'est du point de vue des résultats que je vois. Je pense que l'Inter peut ça. En fait, ça peut les revigorer en fait. Et quand tu reçois le Real Madrid, je pense que tu sais que le Real Madrid est prenable aujourd'hui. Et je pense que tu as envie de leur mettre une correction quand tu les joues à domicile, d'autant plus que tu perds ton match à quelques minutes de la fin, au match aller, et que ce match, justement, si tu gagnes, ça redistribue les cartes pour la course à la qualification. Donc, pour moi, l'Inter, pour moi, a des arguments qui font que je pense que l'Inter va gagner ce match. J'espère me tromper, mais je pense qu'ils vont gagner ce match. Ok, on aura l'occasion de le voir. Pour les buteurs, il y a pas mal. Pour les buteurs, moi je vous dis
Et ça va surprendre. Mais d'abord, je donne la cote de Jérémy qui voit Mariano Diaz marquer sur 2 matchs consécutifs. Cote à 2,78. J'allais dire Johan qui continue encore avec Lukaku, Martinez buteur et victoire de l'Inter à 1,66. Lui, il s'est dit, je ne vais prendre aucun risque aujourd'hui. Voilà. Mais moi, je prends le risque et peut-être que je vais me faire quelques amis du côté de la Belgique. Je vois Eden Hazard, buteur, coté à 3,20. Bah, heureusement que tu mises pas ta maison, hein, je viens de te dire. Ah, je mise pas ma maison dessus, mais un petit billet. Franchement, Eden Hazard, lui, il a besoin d'un match référence au Real Madrid. Franchement, là, la scène européenne est parfaite pour que lui aussi, il remontre aux gens qui il est. C'est vrai. Et moi, je le vois bien buteur. Je le vois bien buteur. Et même si peut-être il y a un petit penalty qui traîne par-ci par-là, il peut peut-être le marquer si Ramos et Benzema ne sont pas là. Mais je le vois faire peut-être une différence qui permettra de dire Eden Hazard est de retour. Peut-être que je suis ultra optimiste, mais j'y crois. Mais blague J'y crois vraiment. C'est ça, mais ce que tu es en train de dire, Gilles, j'aimerais tellement que ça arrive parce que Eden Hazard, c'est vraiment quelqu'un pour lequel j'ai une grosse affection et ça me fait de la peine de voir ce qu'il est devenu en fait. Et franchement, si Eden Hazard met ce but et que le Real gagne, pour le coup, moi-même, je serais le premier heureux. Hein. Ah, mais je pense qu'on aura des motifs de satisfaction. Je vous le dis, la semaine prochaine, quand on fera Esprit Madridista, on sera très optimiste sur la suite de la saison grâce à ce match-là. Maintenant, c'est vrai que là, il y a la grosse cote. La grosse cote de cette rencontre, c'est moi j'ai dit que Benzema pourrait marquer un doublé, donc qui est coté à 8,50. Johan, toi tu vois l'Inter gagner 2-1. 2-1. Ouais. 2-1, 7,60. Et Jérémy, match nul, ça peut être une cote assez intéressante. Un but partout, score exact à 6,20. C'est ça. Là, oui, je sens le match nul parce que bon, l'Inter Milan est une équipe assez finalement friable au niveau défensif. On l'a vu depuis le début de la saison, qui a du mal à terminer des matchs avec des clean sheets. Donc, puis je vois le Real quand même, une paire notamment Nacho Varane, être assez solide derrière, compte tenu de finalement un peu ce qu'a montré contre Villarreal. Avec le retour de Carvajal, ça va rassurer un peu plus Varane. Notamment parce que quand il y avait Lucas Vazquez, c'était pas la même entente et il n'y avait pas la même confiance. Donc je pense que Real Madrid va pouvoir réussir à sortir du Giuseppe Meazza avec le point du match nul et ce score de 1 but partout qui permettrait finalement qui mettrait Real dans de bonnes positions malgré le match nul pour la qualification, car après il pourrait prendre en compte son destin face au Shakhtar et le Borussia Mönchengladbach. Donc voilà, cote à 6,20. De quoi un peu arrondir ses fins de mois et puis préparer les vacances de fin d'année. Les vacances de fin d'année, et je remarque que confiné exactement, mais je remarque que Jérémy dit le mot 20 pour dire 20. Hein. Ah oui. Et oui, ça c'est le petit accent du côté de l'Est de la France. Voilà. Mais voilà, franchement, on verra bien. Je vous dis, gardez ce podcast. On va voir la semaine prochaine qui fera le malin. Mais il y a des chances, et je vous le dis, que je sois dans le coup. Je sais pas pourquoi je suis optimiste et que je me dis que le championnat, même s'il y a match nul, on va revenir. Mais la Ligue des Champions, on va revenir aussi et ça va passer par une victoire mercredi. D'ici là, on espère que ça va bien se passer en Ligue des Champions, que ça va bien se passer aussi contre Alaves, dont on fera le débrief avant de faire la projection sur le prochain match de Ligue des Champions. Donc, merci beaucoup, messieurs, et à la Madrid. À la Madrid.